de cette plateforme, c'était d'améliorer la compétence en communication des étudiants en santé sur une population particulière qui est la population des enfants, donc en pédiatrie. Donc, je répète, le but était d'améliorer la compétence en communication en pédiatrie auprès de professionnels de santé. Et ça avait comme particularité d'avoir dès le départ une approche qui était interprofessionnelle, qui avait et des médecins et des psychologues et des personnes des soins infirmiers. Et évidemment, d'avoir dès le départ aussi une approche partenariat patient. Donc, c'était un projet qui nous avait intéressé aussi pour ça. La dernière particularité, c'est que c'était un projet européen, comme on l'a dit dès le départ, qui du coup avait quatre nations qui étaient présentes, avec la France, hein, qui était représentée par l'Université Côte d'Azur et donc Luigi et moi principalement, la Belgique, avec Liège notamment, beaucoup de soins infirmiers et aussi ceux qui ont un peu justement créé la plateforme numérique en fonction de nos indications pédagogiques, le Portugal et la Roumanie. Donc voilà, donc c'était un gros projet, ça a duré plus de 2 ans et demi. Et donc, ça aboutit à la plateforme numérique qui est actuellement disponible, qui est réalisable par tout le monde, qui évidemment est strictement gratuite. Et pour créer cette plateforme, on a été donc amené à se rencontrer souvent, évidemment principalement par visio, hein, et aussi à 3 reprises en présentiel, hein. Donc, le COPIL s'est réuni en Belgique, en France et en Roumanie pour discuter autour de ce projet. Donc vraiment, l'interprofessionnalité et le partenariat patient étaient au cœur même de toute notre réflexion. Au départ, on s'est dit, bon, on veut travailler sur la compétence communication. OK, mais la compétence communication en pédiatrie, en interprofessionnalité, en partenariat patient, est-ce que vraiment il y a des choses qui existent là-dessus? Est-ce que vraiment on a quelque chose sur lequel on peut se baser, sur lequel on peut travailler? On a fait une revue de la littérature, bon, non exhaustive, mais on a fait une revue de la littérature, et puis on s'est dit, ah bah, en fait, ce référentiel, il n'existe pas. Donc, est-ce que c'est vraiment pertinent de faire une plateforme numérique d'apprentissage si on ne se base pas sur un référentiel de la compétence qu'on est censé enseigner? On est censé apprendre, dans les deux sens du terme, apprendre aux étudiants ou aux étudiants d'apprendre. Donc, la première étape de ce projet, en plus de décider vers où on allait, de se rencontrer, d'être d'accord sur les différentes approches, a été de créer ce référentiel de la compétence communicationnelle pédiatrique. Comme il n'y avait rien qui existait, on est quand même parti de la littérature qui nous aidait à essayer d'en créer un. On s'est dit, bon, soit on se met autour de la table, on en crée un. Bon, même si on est nombreux, on est européens, on est 4 nations, on est partenariat patient, on est interpro. En fait, on est qu'entre nous. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est de le créer, ce référentiel, on ait un consensus. Donc, on s'est dit, bon, on va faire une méthode de recherche assez sérieuse où on va utiliser une méthode de consensus pour créer ce référentiel. L'originalité, donc, a été, alors pas de créer un référentiel par une méthode de consensus, ça c'est déjà fait, mais d'avoir dans ce consensus, et j'en parlerai un petit peu après, le choix que nous avons fait, c'est qui les experts de la communication en pédiatrie? Mais il y a les experts professionnels de santé, et je redis interpro avec des infirmiers et des médecins. On est déjà parti sur des professionnels qui travaillaient énormément, un peu culturels. Elle est vraiment différente. Est-ce qu'on peut vraiment faire historiquement? Ah, on a un problème de connexion. On l'a perdu là. Ouais. Donc, ce que
je peux prolonger parce qu'en fait, j'étais aussi, comme l'a dit Stéphane, sur la recherche en attendant qu'il se reconnecte. Bah, qui sont les experts? Ouais, excusez-moi, ouais, pardon, Vas-y, vas-y, excusez-moi, je vas-y. me suis reconnecté. Et pardon, c'est une preuve par A plus B de l'instabilité de la connexion. Euh, les experts, du coup, du vécu avec la maladie, donc c'était, ben, il y avait deux populations finalement qu'on a trouvées intéressantes. La première, c'est les enfants eux-mêmes, donc les patients qui étaient les enfants. Et la deuxième population qui nous intéressait, c'était les parents. Parce qu'on sait très bien que la communication en pédiatrie, c'est souvent une triade entre le professionnel de santé, le parent et l'enfant. Alors, on a une terminologie dans le référentiel qui n'est pas celle du parent, parce qu'en fait, des fois, c'est pas le parent au sens père ou mère. Donc, on a le. Et puis, des fois, ça va plus loin que le parent, hein. Ça peut être le grand frère, la grande sœur, l'oncle, la tante, les grands-parents. Donc, la terminologie qui est utilisée dans le guide, dans le référentiel que vous avez à l'écran, c'est celui d'aidant proche. Donc, vous ne verrez pas le terme parent, vous verrez le terme d'aidant proche. Donc, nous avons décidé de faire ça. Donc, la méthode de consensus que nous avons utilisée, ce qu'on appelle la ronde de Delphi, je vous l'explique très rapidement parce que c'est très simple à comprendre. À partir de la littérature, nous avons créé un référentiel brouillon. Donc, on a dit, ben voilà le référentiel qu'on vous propose. Par contre, comme c'est vous les experts, vous allez dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec chaque proposition qu'on vous propose. Donc, il y a 48 propositions, le titre de chaque item, de chaque indicateur. On vous montrera des exemples après. Vous allez nous dire si vous êtes d'accord, pas d'accord. Et dans les deux cas, vous allez aussi pouvoir proposer une autre formulation, proposer un autre indicateur, proposer une autre capacité, etc. Et donc, on a interrogé 36 experts, donc 9 experts par pays, avec, et vous le verrez, une surreprésentation des patients et des aidants proches, avec dans chaque pays un psychologue, un infirmier et un médecin, qui donc, comme je vous l'ai dit, était vraiment en contact quotidien avec les enfants. Ça nous fait donc 3 professionnels pour 4 pays, ça nous fait 12. Et donc les 24 autres, qui c'est? Eh ben, c'est 3 parents et 3 enfants par pays. Donc ça fait beaucoup, hein, donc vous multipliez ça par 4. Nous avons décidé aussi, pour éviter le maximum de biais, d'avoir 3 enfants donc, et 3 parents, les parents n'étant pas les parents des enfants qui étaient aussi interrogés comme experts. Donc, on avait 3 enfants experts et on avait 3 parents experts qui n'étaient pas leurs parents, mais qui par contre avaient des enfants qui étaient concernés par notre situation, c'est-à-dire des enfants qui avaient été effectivement atteints de pathologies qui les faisaient rencontrer régulièrement les professionnels de santé. Notre population d'enfants, évidemment, on devait être dans une population qui était quand même singulière, c'est-à-dire qui était différente d'une population adulte, mais qui devait être en capacité de comprendre l'ensemble des items qu'on proposait. Ça nous a demandé, nous, un travail d'écriture des items. On voulait d'un côté qu'on soit très rigoureux au niveau scientifique et au niveau pédagogique, et en même temps qu'on soit compréhensible et par les professionnels de santé, et par les enfants, et par les parents. Donc la population qui nous a paru la plus intéressante, et d'un pour quand même rester dans la pédiatrie, et pour aussi comprendre, ça a été les 11-13 ans. Donc nous avons interrogé donc, 12 enfants de 11 à 13 ans et 12 parents d'enfants de 11 à 13 ans qui étaient concernés par le contact régulier avec des professionnels de santé. Euh, ces 36 personnes nous répondent en disant, ben voilà, sur ça, je suis d'accord, je suis pas d'accord, je suis d'accord, je suis pas d'accord, sur les 48 items à peu près. Et ensuite, on réunit, on vire tous ceux où il y a un consensus sur le désaccord, on garde tous celles sur lesquelles il y a un consensus sur l'accord, et tous les autres, ou quand il y a des modifications qui étaient demandées, eh ben, on a fait un deuxième tour. On a reposé les questions à nouveau aux 36 experts. Et ensuite, on est arrivé dès la fin du second tour avec une ou deux modifications de plus à un consensus. Et ce consensus, vous le trouvez sur la plateforme et c'est le référentiel que Luigi a affiché à plusieurs reprises. Donc, ce référentiel comporte ainsi 5 capacités de la compétence communication et ces capacités, vous les verrez, sont, sont détaillées en ce qu'on appelle indicateurs. Les indicateurs, c'est vraiment ce que vous pouvez observer quand vous regardez une consultation, quand vous assistez à une consultation. Là, les indicateurs, c'est vraiment ce qu'on peut dire oui, il a fait ou il n'a pas fait. C'est très, je veux dire, pratico-pratique, quoi. Et donc, à la lumière de ce référentiel, on a pu dire, bon, maintenant, on a une base assez solide. Et donc, on va faire effectivement des scénarios pour justement que les étudiants voient si cette compétence elle a été correctement mobilisée
ou si au contraire, elle peut être mobilisée de façon plus intéressante. Et donc pour ça, vous avez une situation, encore une fois, qui a été écrite en partenariat patient, qui est une situation réelle, qui est même a été filmée avec l'enfant dont c'est la situation. Et la particularité, je ne l'ai pas dit effectivement dès le départ, mais c'est pour ça que le projet s'appelle Immersion 360. On voulait aussi prouver que l'outil numérique vidéo 360 a aussi un impact d'immersion pour les étudiants qui, du coup apprenaient grâce à la plateforme. Une vidéo 360, c'est quoi? C'est en fait une caméra 360 qui est posée au milieu de la pièce lorsque la situation est filmée. Et quand vous regardez avec votre téléphone, ou mieux quand vous avez un masque virtuel, ou que vous mettez votre téléphone dans un petit carton fait exprès, mais quand vous tournez à gauche, vous voyez ce qui se passe à gauche dans la pièce. Quand vous tournez à droite, vous regardez à droite. Si vous regardez en haut, vous voyez le plafond. Si vous regardez au sol, vous voyez le plancher. Et donc, il y a un côté très immersif. Alors, vous le testerez vous avec votre téléphone. Euh, si vous avez votre téléphone devant vous, même si vous avez le 360 là, vous avez un côté qui est moins immersif. Quand vous l'essayez avec des petits cartons que nous, effectivement, on a à Nice, donc ils sont à disposition, effectivement, du CI3P à n'importe quel moment, puisqu'ils sont dans la salle du quatrième étage, il suffit juste, enfin, les clés, tout ça, on les a tous. Donc, si au bout d'un moment, vous voulez expérimenter, ou si à un moment, Luigi, Jean-Michel, vous voulez prendre le carton dans lequel il y en a une quinzaine à peu près, on a effectivement des petites lunettes qui coûtent 6 ou 7 euros, hein, dans lesquelles vous mettez votre téléphone, et là, vous avez quand même un côté qui est beaucoup plus immersif, et c'est beaucoup plus intéressant. Donc, on a le même scénario, mais qui a été filmé trois fois, une fois avec une infirmière, une fois avec une psychologue, une fois avec une médecin. Et à la suite de ces trois vidéos, il y a donc des experts, donc nous, qui avons débriefé ces trois vidéos au regard des différentes capacités du référentiel. Donc, en pratique, qu'est-ce que vous faites quand vous allez rentrer sur la plateforme? Vous allez faire un pré-test, c'est-à-dire un test où on vous pose des questions de communication. Le but, c'est de vérifier que si à la fin vous êtes meilleur ou pas. Vous allez pouvoir lire le contenu, donc le référentiel notamment, et puis un peu d'autres contenus écrits. Et ensuite, vous allez regarder les vidéos, non seulement les vidéos du scénario de Juliette avec le médecin, l'infirmière et la psychologue, la médecin, l'infirmière et la psychologue, et aussi les débriefings qui ont été faits sur ces trois vidéos. Donc, comme vous avez 5 débriefings par vidéo, il y a 15 débriefings en tout. Et à la lumière de ces débriefings, vous répondez à d'autres questions. Et puis à la fin, quand vous avez tout fini, vous pouvez réaliser le post-test, qui sont exactement les mêmes questions que le pré-test. Et dans le but, c'est de savoir s'il y a une amélioration entre le début et la fin. Voilà. Encore une fois, les débriefings ont été aussi faits en interprofessionnalité, puisque les débriefings sont faits soit par des psychologues, soit par des infirmières, soit par des médecins. Ça a été fait aussi par chaque partenaire européen. Donc, vous avez tous les pays qui ont débriefé. Et la particularité de l'Université Côte d'Azur, c'est que nous avons fait un débriefing en vrai partenariat, puisque quand vous regarderez les vidéos, vous aurez la chance ou la malchance, selon la qualité de nos voix et, et votre plaisir à nous entendre, à voir Luigi et moi débriefer l'ensemble des vidéos. Euh, donc voilà, et la dernière chose que je voulais dire, mais elle est importante, et vous le voyez sur l'écran de Luigi, tout en haut à droite, vous avez FR marqué. Voilà, et comme vous allez pouvoir le voir, c'est des Belges francophones, donc le français s'applique pour nos collègues belges et pour nous-mêmes en France. C'est aussi en portugais et en roumain, parce que ça a été les partenaires. Et comme c'est un projet aussi européen, la langue européenne, la langue anglaise aussi est utilisée, ce qui fait que l'interface est dans les quatre langues et les vidéos peuvent être sous-titrées aussi dans les quatre langues aussi. Voilà, désolé si j'étais un peu long. Je ne sais pas s'il y a des éléments. Voilà, Luigi, ce qui est important aussi, c'est que comme vraiment on a été des réels partenaires tout au long du projet, j'ai un peu l'impression d'avoir mobilisé la parole, monopolisé, pardon, la parole. Et je ne sais pas si tu as des choses à compléter, ton regard toi aussi de ce que ça a apporté aussi la participation des patients et des aidants proches dans la création du référentiel, dans la construction du scénario, euh, voilà, ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus aussi. Puis après, s'il y a des questions, évidemment, je suis disponible comme Luigi pour y répondre. Tu as ton micro fermé, Luigi. Merci Stéphane.
Moi, ça me paraît évident que si on veut organiser en fait un apprentissage sur la communication, ben, que les patients participent, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est pas tant ce qu'on dit, mais plutôt ce qui est perçu par le patient, donc là, par l'enfant et son parent ou un autre proche. Donc ça me paraissait essentiel de faire ça. C'est assez innovant quand même parce que jusqu'ici ça n'a pas été tellement l'occasion. C'est pas tellement la dynamique des professionnels de santé de penser à construire une formation avec des patients. Bien que nous, au département, avec le département de médecine générale, c'est devenu vraiment une philosophie qui est totalement imbriquée avec la pédagogie euh, en médecine générale. Et donc, c'était important. Et juste dire que on est rentré dans cette recherche en fait parce qu'on a créé en 2019, on a fait le premier colloque international francophone sur le partenariat de soins avec les patients. Et qu'à cette occasion-là, on a différents professionnels de santé, praticiens, chercheurs, des patients qui sont venus et que on a fait une séance d'intelligence collective à la fin et on a mis un peu en action ce qui avait été souhaité par les premiers congressistes et parmi ces, ces- ces aspirations, il y avait celle de monter un réseau quoi, donc qui s'appelait l'Alliance sans frontières pour le partenariat avec le soin et le patient, qui a été choisi le titre a été choisi pendant la conférence, pendant cette session d'intelligence collective. Et en fait, une des équipes, qui est une des équipes de Liège, nous a contactés parce qu'en fait, on nous considère comme les spécialistes en fait du partenariat. Et comme nous, on est en train de créer tout un environnement numérique, on a trouvé que c'était intéressant à différents registres. Alors Stéphane, lui, qui fait beaucoup aussi d'enseignement sur la pédiatrie au sein du département de médecine générale, ça l'a intéressé. Et comme il est assez agile sur tout ce qui est technosciences, voilà, on a créé un tandem agile, on va dire, sur le sujet, quoi. Peut-être que moi j'ai trouvé ça super. Et puis, vous dire le plaisir qu'on a travaillé aussi avec ces équipes, hein. Et d'ailleurs, on va certainement, dans un an ou deux, reproposer un projet d'amélioration par rapport à cette plateforme, à partir certainement de connaissances qu'on pourra avoir acquises de l'utilisation de la plateforme. Et puis après, ben, comme on est impliqué, c'était intéressant aussi d'avoir le regard extérieur. Et on a un ingénieur de pédagogie numérique à l'Université Côte d'Azur qui est venu assister à la session de clôture. Et puis là, ça a confirmé en fait la validité de ce qu'on a fait parce que lui, qui n'a pas suivi le projet, a trouvé vraiment le résultat très intéressant, quoi. Donc, il y a, oui, du coup, j'en profite deux choses. La première, c'est que le séminaire qu'on a fait donc, le 31 janvier, il a été intégralement filmé. Donc, j'ai bien le document vidéo. Je voulais effectivement qu'il soit un petit peu mis au propre par notre chargé de communication. Donc, il faut que je lui envoie pour que ça soit fait dans les prochains jours. Évidemment, il sera disponible, et notamment la table ronde. C'est pour ça que j'y viens, la table ronde dans laquelle il y avait. Nous avions la chance d'avoir Frédéric Haas et puis Sébastien Audibert et donc Franck Dufour, qui est l'ingénieur pédagogique spécialisé et en communication et en techno aussi. Donc, c'était très intéressant et son approche était très pertinente. La deuxième chose que je voulais dire, et j'y tiens, c'est que notamment la partie sur la création du référentiel de la compétence en communication en pédiatrie, c'était un vrai travail de recherche avec tout ce que ça comporte et notamment les démarches éthiques. J'ai dit qu'il y avait des enfants qui étaient concernés par la recherche et aussi des aidants proches. C'était les parents à chaque fois. Et nous avons souhaité, et évidemment ça a été fait, dans chaque pays, ce projet est passé sous les fourches codines du comité éthique. C'était évident pour nous, à partir du moment où on sollicitait des enfants dans la recherche, même si ça peut paraître évidemment moins traumatisant que de leur donner un médicament ou que de leur faire des gestes invasifs. On les interrogeait quand même sur des compétences de la communication par rapport à ce qu'ils avaient vécu. Donc, on était tout à fait conscient que potentiellement, ça pourrait faire remonter des choses qui pouvaient être douloureuses. Donc, des précautions de remédiation ont été mises en place. Enfin, le comité d'éthique, en tout cas l'Université Côte d'Azur, est très, très vigilant par rapport à ça.
et nous sommes passés sans aucun problème auprès du comité éthique. Et enfin, je voulais juste rajouter ça parce que c'était important, comme tout travail de recherche, la démarche éthique, notamment auprès de patients, enfants et des dents proches, sur une thématique aussi importante que celle de la communication. On sait très bien que ça, une mauvaise communication est peut-être souvent dramatique pour des parcours de vie, des parcours de soins qui sont souvent difficiles chez les enfants ou pour les aidants proches de ces enfants-là. Ça nous paraissait important et ça me paraissait primordial de le repréciser. Voilà, et juste pour préciser, parce que tout le monde ne connaît pas forcément, en fait, c'est Frédéric Arras et Sébastien Audibert sont des patients qui ont fait la formation à l'art du sang partenariat avec le patient et qui sont mobilisés sur l'enseignement en pédagogie médicale, mais aussi en sciences de la santé. Ils sont très grandement impliqués dans un autre projet de recherche-formation qu'on est en train de concevoir, qui s'appelle IES Collab, qui sera présenté en mars. Et en fait, c'est vraiment comment on monte un curriculum d'enseignement à la collaboration interprofessionnelle en partenariat avec le patient. Et en fait, on les a aussi impliqués dans cette démarche-là parce qu'ils sont aussi impliqués dans les milieux de soins, ce qui permet d'avoir une bonne réactivité entre ce qu'on enseigne à l'université et la réactivité par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Et puis, on va vous laisser en fait nous poser des questions si vous le souhaitez ou faire des commentaires. Et je vois déjà que Jean-Michel a levé la main. Peut-être une fois, peut-être 15 fois, on ne sait pas, on va voir. Donc, moi, c'était juste un commentaire, c'est-à-dire quand je suis arrivé à la présentation là, du 31 janvier, moi, j'ai été complètement bluffé et j'ai trouvé ça exceptionnel, enfin, les compétences qui avaient été mises en avant. Et je pense que, effectivement, ça peut servir avec les enfants, mais ça peut servir dans toutes les situations, il me semble. Je trouvais que c'est particulièrement pertinent. Et je ne sais pas si, enfin, si c'est long ou si on peut nous montrer quelques compétences. Je ne sais pas si vous pouvez sortir quelques compétences ou quelques compétences Ah bah, de toute façon, observables. ouais, Luigi, tu avais ouvert le PDF tout à l'heure du référentiel. Ouais, mais en fait, Si- c'est de la plateforme, en fait, il n'est pas vraiment mobilisable, mais je l'ai quelque part, donc j'allais le chercher pendant qu'on continue à répondre à vos questions. Je vais le chercher et puis dès que je l'ai trouvé, je vous le montre. Pas d'autres questions ou commentaires? Alexandra. Oui, en fait, moi, je me demandais d'où était partie l'idée de l'immersion 360 degrés. Et est-ce que c'est dans une perspective de santé numérique avec des visios à 360 dans le futur ou pas? Enfin voilà, quelle était l'approche un peu prospective de cette recherche sur le 360? Au départ, après Luigi, tu compléteras. Au départ, il y avait une de nos collègues belges notamment qui avait un petit peu travaillé là-dessus, sur la vidéo 360, peut-être aussi autour de l'empathie. Elle a fait, donc c'est une psychologue qui au cours du projet d'ailleurs a soutenu sa thèse de science et qui avait déjà travaillé un peu sur cet outil, qui a pu nous apporter des éléments bibliographiques. Donc, il y a la première chose qui était, tiens, il y a potentiellement un outil qui peut être un peu innovant pour l'auto-apprentissage numérique. Je pense aussi, même si j'étais pas là à ce niveau, parce que quand moi, en tout cas, j'étais au sollicité, l'outil avait déjà été choisi. Je pense que c'est aussi une histoire d'opportunité de réponse à appel à projet. J'imagine qu'il y a ça aussi en disant potentiellement, scientifiquement, ça peut être intéressant de voir si c'est un plus. Et puis, deuxièmement, ça peut faire un peu, comme j'aime bien dire, ça peut faire un peu sexy, quoi. Auprès de l'Europe, nouvelles technologies, tu vois, effectivement, numérique. Voilà. Pour Erasmus, c'est important qu'un projet soit accessible au maximum de personnes. Donc, il faut que ce soit une plateforme numérique. Et si c'est pour mettre des vidéos à plat, alors je ne dis pas que ça aurait pas été intéressant, mais je ne dis pas que l'outil, d'autant plus quand on a juste un téléphone et qu'on fait comme ça, c'est pas révolutionnaire non plus. Mais si on est un peu plus immersif et si, à la lumière des critiques, parce on a commencé à évaluer effectivement la plateforme auprès d'étudiants qui l'ont réalisé, euh, les choses pourraient être encore plus immersives, je pense. Donc, comme toujours, c'est un prototype, on va dire. Je pense que l'outil, tu améliores par rapport à une vidéo à plat.
Et Eden, c'est parce que, pour répondre, voilà, pour conclure, Eden, parce que c'était le projet, enfin, c'était une des partenaires avait déjà un peu travaillé là-dessus, donc avait amené l'idée. Et la deuxième, c'est ça permettait d'être innovant et au niveau pédagogique, les innovations pédagogiques, elles permettent aussi d'avoir plus de réponses, plus de chances, pardon, que l'appel à projet il soit retenu par l'Europe. Alors, il faut que je trouve le référentiel que je ne trouve pas pour le moment, mais je continue à Non, mais chercher. allez-y, moi pardon, je vais le trouver, hein, t'inquiète, vas-y. Je te laisse continuer. Il est sur notre plateforme de travail, mais j'y vais. Est-ce qu'il y a Elisabeth, d'autres questions? Elisabeth, je crois qu'elle avait la main manuellement. Oui, en fait, je voulais partager, en fait, comme j'avais vu des vidéos, j'avais aimé, moi j'ai beaucoup apprécié, en fait, il y a différents types de vidéos, et puis il y a des entretiens avec les professionnels, et Hmm. il y a aussi après d'autres vidéos qui plus enseignent, en fait, euh, comment on peut arriver à, et qui peuvent être source d'enseignement, mais une autre source d'enseignement. Donc elles sont complémentaires et puis on peut regarder les vidéos librement, c'est-à-dire on peut aller vers une et après aller voir. Voilà, c'est la fluidité dans la navigation en fait en ligne. Et puis c'est deux postures et deux regards, deux approches en fait complémentaires. Et moi, c'est ce que j'ai aimé quand j'ai regardé avec vous. Je vais reprendre le mot de Jean-Michel, mais c'était vraiment, j'étais bluffée aussi parce que je me dis, oh oui, parce que on n'a pas vu seulement le côté clinique quand les entretiens, mais il y a aussi l'après, quoi. Qu'est-ce qui, qui gronde en fait dans le cœur des soignants après une consultation, un entretien avec un patient? Quelle difficulté de parler, par exemple, de l'après-opération, par exemple, et ce qui peut réveiller en lui, et en même temps ce côté entretien où là, on doit reformuler et puis dans l'inconnu et on voit tout l'environnement. Donc je trouve que dans l'immersion, ben, on est dedans quoi, parce qu'on est vraiment dans l'immersion des deux côtés, de l'intérieur de ce qui se passe et du contexte. Donc voilà, c'est ce que je voulais juste ajouter par rapport à ce que j'ai retenu la dernière fois. Donc, Elisabeth. voilà. Ça, c'est le référentiel, si vous voyez bien sur l'écran, hein, où il y a un point de départ sur le cadre conceptuel et notamment, par exemple, pourquoi on parle des dents proches, pourquoi on parle de rencontres, ce que c'est le patient partenaire, ce que c'est le partenaire dans le soin. Donc ça, c'est les choses évidemment que vous maîtrisez bien, mais sachant que c'était un référentiel qui était européen, interprofessionnel, et que pour énormément de gens, le partenariat patient, c'est soit inconnu, soit des fois, il y a un peu des sémantiques un peu différentes. Il était important au départ de préciser de quoi on parle après, par la suite. Et donc ensuite, vous avez ces 5 capacités. Donc la première, par exemple, c'est entrer en contact avec l'enfant, l'adolescent et ou les dents proches. Et comme je vous le disais, à chaque fois, vous avez des indicateurs de la capacité. Et donc ça, c'est des choses qui sont observables. Quand vous regardez la consultation, la rencontre, justement, on l'a appelé comme ça, et bien, vous voyez si le professionnel se présente oralement par son prénom ou par son nom, ainsi que sa fonction. Voilà, donc ça, c'est les indicateurs qui sont observables, qui peuvent permettre de voir si le professionnel a mobilisé cette capacité-là, il a bien mobilisé ou au contraire, ça a été plus difficile. Les autres capacités sont d'établir une relation de confiance avec l'enfant, l'adolescent et ou les dents proches. La troisième était de construire une compréhension partagée avec l'enfant, l'adolescent et ou les dents proches. La quatrième, c'était construire une décision partagée avec l'enfant. On voit que c'est différent quand même de compréhension partagée et de décision partagée. Et la dernière capacité, c'était informer la fin de la rencontre avec l'enfant, l'adolescent et ou les dents proches. Et donc, le référentiel que vous avez devant vous n'est pas le référentiel qui a été proposé au départ de la méthode de consensus de la rondelle phi. Il a été amélioré, amendé par les différents experts. Ça a pu être des psychologues, des infirmiers, des médecins, mais aussi des enfants et aussi des parents, d'accord, qui nous ont dit non, non, mais en fait, ça va pas du tout. Ou alors, non, non, mais en fait, t'as pas à me proposer, par exemple, qu'on se tutoie, d'accord? Peut-être on peut juste dire, tiens, qu'est-ce que toi tu préfères?
Donc, c'était très intéressant et je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais il n'y a pas vraiment de différence culturelle entre les quatre pays. Les enfants et les parents ou les psychologues, quand ils n'étaient pas d'accord, ils étaient à peu près tous pas d'accord. Quand ils étaient d'accord aussi. Il y a peut-être un peu plus, notamment en Roumanie, je pense, d'enfants qui étaient un peu d'accord avec tout. Mais les Belges, peut-être, les enfants belges étaient un peu plus rebelles. Mais, euh, mais voilà, sinon, culturellement, il n'y avait pas de grosse différence entre les différents pays. Ouais, en fait, Ça est évidemment sur la plateforme. cette plateforme, en fait, vous pouvez y accéder, hein, vous tapez Immersion 360. .eu. Vous tombez sur la plateforme et vous pouvez très bien télécharger le référentiel de compétences si ça vous dit, le guide méthodologique pour faire la chose, et vous pouvez rentrer en tant que même tout citoyen européen peut rentrer dans la plateforme librement. Ça peut pour des parents en fait être intéressant de voir en fait comment on peut aussi se comporter, comment on peut préparer un entretien avec des professionnels. C'est principalement à destination des étudiants en sciences de la santé, mais des professionnels de santé. Moi, je connais des gens, déjà des coordinateurs de communautés pluriprofessionnelles territoriales de santé qui sont intéressés pour le proposer à leurs professionnels de santé en exercice. Et ça peut être intéressant aussi pour les patients, qu'ils soient parents, proches. Voilà. Anne-Laure. Alors, Alors, ah, alors ben, je viens de faire le test, je me suis inscrite sur la plateforme, ça va super vite, c'est hyper simple. Et ma question c'était, est-ce qu'on peut déjà proposer aux professionnels de santé qu'on connaît cette plateforme ou c'est encore dans les... Non, non, la recherche, elle est finie. La plateforme, c'est une Ah, plateforme autonome. N'importe qui peut rentrer dedans. ok, Et d'accord. tout à l'heure, je vous ai fait voir l'application là qu'on va sortir là. Et ben, elle sera aussi à disposition. Donc, des étudiants en sciences de la santé qui veulent apprendre j'arrive pas à m'exprimer, On a compris en fait. sont dirigés vers cette proposition pédagogique. D'accord, d'accord. Bon ben, ok, ça marche. Merci. Effectivement, toi qui travailles au CHU comme aux âgés, tu peux Ouais, en parler au CHU. ouais. Enfin, je pensais au CHU, oui et non. Tu sais, moi, j'habite le canton de Fayence, donc 28 000 habitants, mais pas grand-chose au niveau santé. Et justement, j'ai une réunion là. Enfin, je suis allée me présenter au président du groupement des acteurs et professionnels de santé du pays de Fayence. Et, et j'ai réunion avec lui la semaine prochaine. Et je trouve que ce serait peut-être pas mal de lui parler de cette plateforme. Tout est possible. Mm. C'est financé par nos impôts, hein, par l'Union européenne, via l'Union européenne, et donc c'est disponible, c'est du public, c'est disponible à tous gratuitement. Ça marche, merci. d'autant plus que même s'il y a une spécificité réelle à la communication en pédiatrie, énormément de choses qui sont discutées dans le référentiel ou qui sont discutées dans les rétroactions que nous faisons des vidéos, énormément de choses s'appliquent évidemment à des patients adultes. Oui, D'accord, et évidemment. Oui, non, pardon, vas-y. des professionnels adultes aussi, peut-être. Oui, oui, Qui n'ont oui, pas oui, oui, forcément eu oui. la formation que les nouveaux futurs médecins où les patients rentrent dans leur formation, même si c'est pas longtemps et c'est pas souvent. Mais ça leur ferait peut-être pas de mal parfois de reprendre. Euh, Les bases. ouais, voilà, exactement les bases. Ouais, c'est Sauf que parfait. là, c'est des bases modernisées parce que c'est du Ouais, partenariat, quoi. Donc, Mais ouais, c'est puis c'est pas. du concret. Ça me semble Non, super mais, concret en fait, ce que j'ai regardé vite fait. ouais, non, mais j'insiste sur le fait que la communication en santé, que la communication en interprofessionnalité et en partenariat patient, quand vous dites ça leur permet de revoir les bases, non, 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 ces bases, ils les ont jamais eues, Ouais, c'est clairement. ça. Sur des médecins déjà installés, ils l'ont jamais eu, premièrement. Ça. Deuxièmement, même si certains commencent un peu à l'avoir, voilà, ça vaut le coup probablement de remettre, voilà, de remettre D'accord. ouais, ça. Et en plus, comme c'est à partir de vidéos et d'exemples concrets, et vous Mm. verrez, hein, pour ceux qui ont vu les vidéos et pour ceux qui vont les voir, le scénario a été créé et les vidéos, quand vous allez les regarder, vous n'allez pas vous dire, oh, la cata, le professionnel, c'est n'importe quoi, ils ont pris un truc caricatural. Non, non, la consultation, elle est
elle se passe assez bien. D'accord? Si déjà on avait ça maintenant, en communication avec les patients et les aidants proches, on n'aurait pas autant de problèmes. Voilà. Et donc, ce qui était intéressant dans les vidéos, c'est que déjà, on n'est pas caricatural, donc on peut dire, ah oui, il y a un gros problème chez les étudiants, c'est que quand vous leur faites une simulation ou quand vous leur montrez une vidéo, le premier truc qu'ils disent, c'est, ouais, mais c'est pas la vraie vie, oui, mais de toute façon, moi, je suis pas comme ça. Voilà. Si vous montrez une vidéo déjà où l'étudiant il se dit, ouais, franchement, c'est pas mal, et qu'après, il regarde 25 minutes de vidéo où on dit en quoi il y a des trucs vachement bien et en quoi il y a des trucs qu'on peut améliorer, ils disent, putain, ils ont quand même trouvé, oh, pardon pour le gros mot, je suis en vacances, et ils disent, ah là là, ils ont quand même trouvé 25 minutes à dire qu'il y avait des trucs qu'on pouvait améliorer, voilà, en étant bienveillant et tout ça. Donc, le côté, ouais, mais moi, je suis pas comme ça. Je pense que les vidéos aussi, elles sont assez bien faites pour ça. J'ai un conflit d'intérêt, évidemment, hein. Mais parce qu'on peut se dire, ouais, ouais, j'aurais pu dire la même chose. Et si les étudiants sont, et les professionnels en exercice sont honnêtes, ils pourraient se dire, franchement, moi, je fais pas souvent déjà ce qu'elles font elles. Euh, euh, Stéphane, moi j'aime beaucoup enfin, je sais pas, la compétence 5.4. En fait, c'est la dernière, la fin du référentiel. Et je voulais faire peut-être une proposition. Je voulais en profiter pour faire une petite proposition aux personnes qui sont là. Voilà, capacité 5.4. Proposer à l'enfant, l'adolescent ou le proche aidant de dire ce qu'il a retenu de la rencontre s'il le souhaite. Et, et en fait, donc moi, j'essaye quand je peux, à chaque fois, chaque patient que je vois, de lui dire qu'est-ce qu'il a compris de la consultation. Mais on pourrait faire que chaque patient, à la fin de la consultation, enfin chaque patient, notamment les patients partenaires, puisse dire est-ce que vous voulez savoir ce que j'ai retenu de la consultation? Parce que peut-être de l'induire ou de l'introduire, parce que finalement, ben moi je vois qu'il y a un décalage incroyable entre ce que je dis et ce qui est compris. Et d'ailleurs, souvent, j'écris ce que je dis à la fin, je me prends une feuille et je mets les 5 points que je voudrais faire passer. Mais, et voilà, c'est une proposition. Je me suis dit que ça pouvait aider. C'est-à-dire que ce soit le patient qui induise et qui dise, ben voilà ce que j'ai retenu de ce que vous m'avez dit, qu'en pensez-vous? Voilà, mais c'est, je sais pas. Encore une fois, si on reprend cet exemple-là, au départ, nous, ce qu'on avait marqué devait être quelque chose du style demander à l'enfant de dire ce qu'il a retenu de la rencontre. Et on s'est dit, Mhm. ah là, franchement, on est bien. On est un peu dans ce qu'on voit dans l'entretien, dans l'éducation thérapeutique. Voilà, on veut savoir ce qu'il a retenu, on est partenaire. Et en fait, il nous a répondu, non, mais si on veut pas. Enfin, Mhm. Super. Donc, ah, ok. Donc, déjà, on va peut-être arrêter de dire demander et on va proposer, d'accord? Et vous verrez que c'est pour ça que beaucoup de fois est utilisé le terme proposer, parce que ça nous a été indiqué. Et à la fin, s'il le souhaite, Super. d'accord? Si l'enfant il n'a pas envie de dire ce qu'il a retenu à la fin de la rencontre, il n'y a pas de problème, d'accord? Et on ne lui dit pas en quiz ou comme une question d'examen, tiens, en fait, qu'est-ce que tu as retenu? D'accord? Ah, ben, non, non, tu me dis ce que tu as retenu, c'est important pour que ce soit décision partagée. Non, non, s'il n'a pas envie, qu'il veut juste que vous partiez parce qu'il est crevé, ben, vous partez et puis voilà. Donc c'est typiquement un item, ça répond pas à ta proposition, à la deuxième proposition, mais Oui, oui, mais c'était pour dire tout ce qui a c'est été très fait. Et bien. donc dans ta proposition, encore une fois, si le patient souhaite que toi tu répètes tout, oui, pourquoi pas. Mais si en fait il veut pas que tu lui dises ce que tu as retenu, enfin c'est la même chose, Oui, quoi. oui. En tout cas, s'il le souhaite, bien sûr. Alexandra. Euh, oui, je voulais réagir, c'est une chouette proposition. Et à la fois, tu vois, moi encore, il y a très peu de temps dans la semaine, là, j'ai eu une consultation où en fait le temps courait et on est arrivé à la fin de la consultation et où je sentais bien qu'il y avait une forme d'empressement du médecin parce que bah, patient suivant et autres. Et du coup, je me questionne sur est-ce qu'il y a l'espace pour ça? Et du coup, je me questionne aussi sur le rôle en tandem de partenariat, parce que typiquement, pour moi, ça peut être aussi un échange avec un patient partenaire à froid de et qu'est-ce que vous avez retenu
de l'échange avec le praticien. Enfin, tu vois, je pense que ce questionnement-là, il est hyper intéressant et il est même à induire à d'autres endroits parce que parfois, il y a malheureusement pas le temps pour ça, quoi. Voilà. Enfin, Laura demande où est-ce qu'on peut trouver les vidéos. Bah, dans la Ah, plateforme. oui. Alors, dans la plateforme, je peux aussi, Luigi, là, évidemment, Luigi peut aussi vous communiquer le diaporama que nous avons fait. Et là, vous avez bon, donc, le QR code de la plateforme et un exemple avec le médecin. Euh, et probablement que à partir de la vidéo du médecin, là, limite, hein, si vous voulez le faire maintenant avec votre téléphone, à partir de la vidéo du médecin, peut-être que vous arriverez à retrouver les autres vidéos. Mais sinon, de toute façon, tout est sur la plateforme. Et là, je parle que des scénarios parce que vous avez aussi 15 vidéos de rétroaction d'experts sur la communication. Là, et encore, moi j'avais demandé à d'autres personnes, il y a le pré-test qu'il faut faire un petit peu avant, hein, puisque c'est quand même un outil pédagogique. Donc le pré-test, il faut avoir peut-être un quart d'heure devant soi. Certains ont trouvé ça trop long, d'autres ont trouvé ça correct, hein. J'ai posé la question autour de moi, mais il faut quand même avoir un quart d'heure devant soi. C'est important de le faire sérieusement, je pense. Et après, vous avez accès à toute la plateforme. Et la plateforme est faite pour que ce soit vous qui choisissiez par où vous voulez commencer. Est-ce que vous voulez commencer par la capacité 1, la capacité 5? Est-ce que vous voulez regarder que les vidéos de l'infirmière et puis après, vous regardez que les vidéos du médecin, etc. Ou est-ce que... Donc, c'est vraiment hyper flexible hein, dans les théories de l'apprentissage. Hein. Cette flexibilité-là est aussi un des avantages de la plateforme. Et c'est comme ça que nous l'avons souhaité. Vous pouvez y aller plusieurs fois, passer un petit peu de temps là, faire autre chose, revenir. Enfin, C'est vous vraiment n'aurez pas à faire le ce qu'on pré-test à appelle chaque fois, je vous rassure. l'autorégulation, quoi. C'est vous-même qui mesurez le temps que vous mettez sur la plateforme, quoi. Merci beaucoup, je comprends mieux pourquoi je ne les trouvais pas. Est-ce que il y a le temps pour expliquer un petit peu la méthode de Ronde Delphi en quelques Oui, oui, il y a pas de problème. Le... Hop là, attendez, pardon. Attendez, je crois que je sais pas si je l'ai, si j'explique un petit peu là, mais sinon c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure et je vais recommencer. Voilà. Donc la ronde Delphi fait partie des différentes méthodes de consensus. Donc méthode de consensus, c'est quand vous voulez créer par exemple un guide, un outil, et vous voulez avoir un consensus pour que ce guide, il ne soit pas juste de votre tête à vous ou de la tête de deux, trois personnes, ce qui aurait beaucoup moins de validité scientifique. Dans les méthodes de consensus, vous en avez plusieurs. La ronde Delphi en est une. Donc, l'objectif, c'est de réunir un certain nombre d'experts. Alors, en général, c'est 12 ou 15, mais nous, on a voulu aller beaucoup plus loin. On va dire une quinzaine d'experts, par exemple, et vous leur proposez, du coup, une version brouillon de ce que vous voulez valider au niveau consensuel. Donc là, nous, on a voulu valider un référentiel de la compétence en communication, mais vous pourriez décider de valider par exemple un protocole de soins. Vous pourriez, j'ai une collègue qui l'a fait donc dans sa maison de santé pluriprofessionnelle, et l'objectif c'était de regarder, de faire un protocole pour diminuer les inégalités sociales en santé en réfléchissant à comment on intégrait les données des patients, les données sociales des patients dans le logiciel. Les patients, ils arrivent, ils ont un âge, ils ont un sexe, ils ont des pathologies, mais ils ont aussi, est-ce qu'ils sont propriétaires, locataires, est-ce qu'ils ont, quel est on va dire, leur salaire moyen, est-ce qu'ils ont, où ils habitent, voilà. Et en fait, tout ça, c'est des données sociales dont il est très important de connaître pour pouvoir, de façon équitable, pouvoir suivre tous nos patients. Et ils se posaient la question de ben, qui les rentre dans le dossier, où on les rentre, à quel moment c'est le plus pertinent de les rentrer. Donc, ils ont voulu créer un protocole interpro par rapport à ça. Et ils ont dit, ben, on va réunir tous les professionnels de la maison de santé, on va faire une proposition et on va essayer à la fin d'avoir un consensus. Il y a un autre cas qui peut être par exemple un outil d'aide pour les médecins généralistes de dépistage des violences faites aux femmes. Et donc, on va créer un premier guide à partir de la littérature. Hein. Encore une fois, on ne le crée pas de n'importe où. Et on va réunir un certain nombre d'experts et on va tout leur demander de dire ce qu'ils en pensent. Et donc, on fait un premier tour.
Et on leur demande de 1 à 9, et donc c'est ce que vous avez là. Voilà l'indicateur de départ. Donc sur la colonne, par exemple, voilà, de gauche, indicateur de départ 1.3, celui qu'on propose à partir de la littérature, c'est proposer à l'enfant de tutoyer le professionnel et de l'appeler par son prénom. Et on demande, et c'est l'avant-dernière colonne, on demande à chaque expert de donner un niveau d'accord sur cette proposition de 1 à 9. 1, je suis absolument complètement en désaccord, et 9, je suis complètement d'accord avec cette proposition. OK? Et ils peuvent proposer, ça c'est la dernière colonne, hein, ils peuvent proposer une autre formulation. Et ensuite, à la fin, moi, j'ai récupéré tous les 36 réponses et j'ai fait des statistiques après. Pour tout ce qui était très consensuel, je l'ai gardé et on n'a pas reproposé lors d'un deuxième tour. Tout ce qui était pas consensuel, eh ben, on a tenu compte des propositions, on a modifié et on a reproposé au vote. Et donc là, vous avez un exemple devant vous de ce qui est le tour numéro 2, où dans la colonne de gauche, on dit voilà ce qu'on avait au départ. Au milieu, motif du changement, on dit ben voilà les propositions qui ont été apportées par les experts. Du coup, notre nouvel indicateur, celui qu'on vous propose maintenant, c'est celui qui a dans la colonne, oh là, pardon, c'est celui qui a dans la colonne là, numéro 3. Et on leur demande à nouveau de voter un accord ou un désaccord. À la fin, s'il y a encore des items sur lesquels les gens ne sont pas d'accord, eh ben, on les remodifie et on repropose un tour 3, un tour 4, un tour 5, etc. Selon les différentes méthodes Delphi, parce qu'il y en a plusieurs, on peut soit s'arrêter au bout d'un moment, soit théoriquement, on pourrait continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait que des consensus. D'accord? Le consensus, il peut être sur l'accord ou il peut être sur le désaccord. Si tout le monde est d'accord que notre proposition elle est nulle, on la vire. D'accord? Et, euh, et donc, donc là, voilà, du coup, on a expliqué pourquoi on avait changé l'indicateur. Voilà. À la fin de cette, dans notre cas, à nous, au bout de 2 tours, on avait le consensus. Donc, on a pu s'arrêter là. Souvent, ça peut prendre 3 ou 4 quand même tours pour avoir l'ensemble. Il y a des méthodes Delphi où vous pouvez à la fin mettre toutes les personnes autour de la table, soit par visio ou autre, et discuter des différents points de désaccord. C'est pas la vraie ronde Delphi. La vraie ronde Delphi, c'est ce qu'on a fait nous, c'est-à-dire qu'on s'arrête quand on a des accords partout. Pourquoi? Pour nous, c'était important de rester comme ça parce que, bon, Eden, tout le monde ne parlait pas la même langue, donc c'était compliqué de mettre tout le monde autour de la table. Et deuxièmement, dans la ronde Delphi, normalement, il y a l'anonymat. Donc, dans la vraie ronde Delphi, personne sait qui sont les autres experts. Il n'y a que nous qui savons qui sont les experts. Et même en pratique, moi, je sais pas qui, même moi qui ai géré toute la stat et tout ça, mais moi, je ne sais pas qui sont les experts roumains ou portugais, par exemple. D'accord? C'est important parce que ça crée pas de biais affectif en fait. On est vraiment sur le contenu quoi. Alors que Alors, si. affectif ou des biais de leader d'opinion. Ouais, ouais, C'est exactement. ça le pire dans le consensus. C'est-à-dire que quand vous êtes, vous, patient ou enfant, et que vous dites, moi, je suis pas d'accord, et qu'à côté, tu as le professeur un tel là qui dit, ouais, moi, je suis complètement d'accord. Attends, l'enfant, il va rien dire. Hein. D'accord? Ou peut-être l'enfant, il va ouvrir sa gueule parce qu'il a 11 ans et puis l'adulte, il s'en fout. Mais derrière, tu as le parent qui va dire, ah, chut, c'est le grand professeur. Non, 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 nous, on veut pas. Voilà. La ronde Delphi, en fait, il n'y a pas ce biais, comme il dit, d'affect, mais surtout ce biais de leader d'opinion. Est-ce que Laura, est-ce que ça répond à votre question? Oui, c'est beaucoup plus clair. Merci beaucoup, Stéphane. Et comme nous, on s'adressait à des enfants, il a fallu les recruter. J'utilise ce terme exprès avec des guillemets, mais et ben en fait, on a, ce qui était innovant aussi, fait du coup deux lettres différentes. Une pour à gauche, vous avez pour les adultes, où on vous voit, où on écrit, voilà, sachant que c'était pas que des professionnels de santé, donc il y avait des terminologies qu'on devait aussi expliquer. Et le deuxième qu'on a voilà, un peu plus, que ça soit ces lettres-là, par exemple, ou tous les indicateurs, avant de faire la ronde Delphi, on les a testés sur des enfants de cible. D'accord? Les 2 testeurs sont 2 de mes enfants. Et à l'époque, effectivement, on avait peut-être 11 ans et demi et 13 ans et demi. Et, euh, et une collègue aussi belge a testé sur ses enfants ou sur ses neveux ou nièces. Ils vont bien, hein. C'était les cobayes qui s'en sont bien sortis quand même. Voilà, Est-ce mais qu'il c'est génial. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Bien, bah, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous remercie de votre participation et peut-être qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Très bien. Et merci Stéphane. Non, je réitère Bravo. mes excuses pour le retard, hein. Votre temps a été précieux et donc désolé effectivement de l'avoir voilà, de l'avoir gâché au départ, même si vous étiez avec Luigi et vous étiez tous ensemble. Donc je sais pas du temps perdu, mais désolé pour encore une fois pour le retard. J'espère que vous m'excuserez. Ça Et va. voilà, Marguerite qui dit à tout le monde merci. Donc Marguerite que nous ne connaissons pas encore. Et bah, bonne soirée à vous et puis bah, à très très bientôt, hein. Bonne soirée. Merci À beaucoup, bientôt. bonne Bonne soirée. soirée. Merci, Merci au revoir. Stéphane. Au revoir.